Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite phrase, vraiment quelques mots à peine, mais qui ont mis le feu aux poudres dans la région des Grands Lacs, en Afrique. C'est une déclaration explosive qui pourrait bien tout redéfinir. Absolument, et pour décortiquer ça, on s'appuie sur une analyse, je trouve, assez percutante. Elle vient du journal Veritas et elle est datée du 29 novembre 2025. Oui. Et le titre, déjà, il annonce la couleur. L'abandon du masque, Kagame et l'agression en RDC. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce que cette prise de parole révèle de la stratégie du président rwandais Paul Kagame et surtout ce que ça implique pour des millions de gens. Exactement. Alors, allons-y. La phrase en question, prononcée par le président Kagame. Il a affirmé que s'il était à la place du groupe rebelle M23, il refuserait la réouverture de l'aéroport de Goma en RDC. Dit comme ça peut paraître un peu technique, mais dans le contexte, C'est une bombe. c'est une véritable déflagration diplomatique. C'est même plus qu'une déflagration, c'est un séisme. L'article de Veritas, il utilise une image très forte, il dit que c'est le moment où Kagame abandonne le masque diplomatique. On passe d'un déni, un déni plausible, même si personne n'était vraiment dupe, à un aveu quasi public. D'accord ? Le texte analyse ça comme un changement de posture radical. Il ne parle plus en chef d'État qui cherche, même en façade, une solution. Là, il se positionne ouvertement comme le parrain politique et le stratège d'une rébellion. Mais est-ce que c'est vraiment un changement ou juste la confirmation à voix haute de ce que tout le monde suspectait déjà depuis des mois, voire des années ? Qu'est-ce que ça change concrètement qu'ils le disent ? Ah, mais ça change tout. C'est toute la différence entre une accusation et un aveu. Tant que c'était une suspicion, la diplomatie pouvait encore fonctionner dans les non-dits. On pouvait organiser des sommets, créer des mécanismes de vérification. Là, c'est lui-même qui dynamite ce théâtre diplomatique. Le message sous-jacent que l'auteur de l'article décrypte, il est brutal. La guerre est un outil de négociation comme un autre. Et la souveraineté du Congo est, au fond, négociable. Le masque tombe, c'est ça l'idée. Et face à cet aveu à peine voilé, comment réagit le principal intéressé, le Congo ? L'article doit forcément en parler. Bien sûr, la réaction est immédiate et elle est virulente. Le texte rapporte les mots du président congolais, Félix Tshisekedi. Il parle d'agression injuste et barbare de la part du Rwanda. Barbare, le mot est fort. Très fort. Et l'analyse de Veritas insiste là-dessus. Ce n'est pas juste une figure de style. Le journal appuie ce terme avec des exemples très crus. Des exemples de ce qui se passe sur le terrain, documentés par des ONG. On parle de pillage systématique, de viols utilisés comme arme de guerre, d'exécutions, C'est terrible. de villages incendiés et de centaines de milliers de personnes jetées sur les routes. Le mot barbare, en fait, il renvoie à cette réalité vécue par les civils. Et c'est là qu'on touche au point le plus glaçant de l'article, je trouve. En soutenant le blocage de l'aéroport de Goma, on ne parle plus seulement de stratégie militaire, on entre dans une autre dimension. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de fermer cet aéroport ? Mais c'est le point central de l'article, qui parle d'une instrumentalisation cynique de la crise humanitaire. L'aéroport de Goma, il faut voir ça comme le poumon humanitaire de toute la région du Kivu. Le bloquer, ça veut dire empêcher les évacuations sanitaires pour les grands blessés. Ah oui, d'accord. Ça veut dire bloquer l'arrivée de l'aide alimentaire pour des enfants en malnutrition aiguë. Ça veut dire isoler des millions de déplacés. En endossant cette stratégie, l'analyse dit qu'il prend littéralement en otage toute une population civile. C'est incroyable. Et c'est dans ce contexte qu'il lâche cette phrase que l'article qualifie de « choquante ». À leur place, je maintiendrai le blocage. C'est une façon de dire « vos souffrances sont mon levier de négociation ». Le timing de cette déclaration est tout de même fou. L'article mentionne un sommet prévu à Washington le 4 décembre. Un sommet qui doit réunir Tshisekedi et Kagame. Sortir ça juste avant, c'est de la provocation pure, non ? On dirait qu'il cherche à tout faire capoter. C'est une lecture possible, mais Veritas propose une interprétation, disons, encore plus machiavélique. Le sommet, ce n'est pas une initiative des deux présidents, il est, je cite, « forcé par les États-Unis ». C'est un rendez-vous imposé. D'accord. En faisant cette déclaration, Kagame ne cherche pas à annuler. Il cherche à dicter les termes de la discussion. Il arrive à Washington en disant « voilà la réalité sur le terrain, c'est moi qui contrôle le M23, c'est moi qui contrôle l'accès humanitaire, maintenant, de quoi voulez-vous qu'on parle ?» Il prend le contrôle du narratif, en fait. Totalement. Il s'assure que la négociation ne portera pas sur un retrait, mais sur ce que Kinshasa est prêt à céder pour l'obtenir. C'est vertigineux. Une seule phrase pour redéfinir les enjeux d'un sommet international. Mais quelles sont les conséquences à plus large échelle ?
Si un chef d'État peut ouvertement parrainer une rébellion sans conséquences immédiates, qu'est-ce que ça envoie comme message? L'article est très pessimiste sur ce point. Il détaille un effet domino dévastateur en 3 temps. Premièrement, la radicalisation générale. C'est-à-dire? Le message envoyé à la centaine d'autres groupes armés dans l'est du Congo est limpide. La violence, ça paye. Si le M23, soutenu par un État, obtient des négociations au plus haut niveau, pourquoi les autres s'arrêteraient? C'est une incitation à l'escalade pour tout le monde. Une boîte de Pandore. Exactement. Deuxième effet, la rupture totale de la confiance entre les États. La relation RDC-Rwanda est décrite comme atomisée. On entre dans une logique de guerre froide régionale où chacun cherche de nouvelles alliances. Et le troisième point? Le troisième, et c'est peut-être le plus grave à long terme, c'est le discrédit total des institutions africaines. L'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est, toutes leurs initiatives de paix, leurs forces régionales sont, et je cite l'article, pulvérisées. En gros, Kagame leur dit « Votre médiation est sans objet, c'est moi qui décide ». On a donc un tableau assez sombre, une stratégie de la tension, un chantage humanitaire, une déstabilisation régionale. On a l'impression d'une démonstration de force totale. Mais en s'exposant autant en abandonnant le masque, est-ce qu'il ne se met pas lui-même en danger? N'est-ce pas un pari incroyablement risqué? Ah mais c'est toute la question que pose la dernière partie de l'analyse. L'auteur suggère que cette arrogance, ce sentiment d'impunité, pourrait être, en fait, le début de la fin. Le pari est énorme. Sur la scène internationale, les risques sont multiples. L'article liste d'abord les sanctions ciblées contre les hauts responsables rwandais. Ensuite, et ça c'est plus douloureux pour le pays, les réductions de l'aide internationale. Le budget rwandais en dépend encore beaucoup. Mais le plus grand risque, n'est-ce pas, la fin du narratif? Pendant 30 ans, Kagame a construit cette image du Rwanda modèle, le pays phénix, stable, moderne. Est-ce que cette déclaration ne fait pas tout voler en éclats? C'est le point fondamental. C'est exactement ça. Ce narratif, c'était son bouclier diplomatique. Tant qu'il était perçu comme le garant de la stabilité, ses partenaires, notamment américains et européens, étaient prêts à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Et là, ça devient plus difficile? Beaucoup plus difficile. En se présentant comme celui qui met le feu à la région, il offre à ses détracteurs, à Washington, Paris ou Bruxelles, des munitions qu'ils n'avaient pas. Ça devient très compliqué de le défendre publiquement. L'article va même plus loin, il me semble, en évoquant un risque de fissure interne. Ça, pour le coup, c'est beaucoup plus surprenant. On a cette image d'un régime rwandais totalement verrouillé. C'est l'analyse la plus audacieuse du texte, en effet. L'idée est qu'une erreur stratégique de cette magnitude pourrait, je cite, fissurer un édifice qu'il croyait inébranlable. L'article avance plusieurs facteurs. D'abord, l'impasse diplomatique. Si sa stratégie du tout ou rien mène à un isolement complet, une partie de l'élite pourrait commencer à se poser des questions. Et les risques économiques qui en découlent, j'imagine. Précisément. Si les sanctions frappent, si l'aide se tarit, le modèle économique rwandais, si vanté, pourrait souffrir. Mais le point le plus intéressant, c'est l'évocation d'une lassitude au sein de l'élite militaire et sécuritaire elle-même. Une lassitude? Oui. Être en état de guerre permanent, même par procuration, ça a un coût. Humain, financier, psychologique. Si le commandant en chef s'engage dans une aventure perçue comme trop risquée, sans issue claire, des loyautés pourraient commencer à vaciller. C'est une perspective qu'on entend rarement. L'idée qu'il pourrait y avoir un débat, même silencieux, au sein de l'appareil sécuritaire rwandais. Tout à fait. Et c'est en cela que l'article est percutant. Il conclut cette partie par une phrase très forte « Le Rwanda n'est pas un monolithe et Kagame n'est pas invincible ». En exposant sa stratégie si crûment, il expose aussi ses propres faiblesses. Il force tout son entourage à prendre position, non plus sur des suspicions, mais sur un fait. C'est un pari où le gain, c'est le contrôle de l'Est du Congo, mais où la perte potentielle, c'est la cohésion de son propre régime. Donc si on résume la pensée de cette analyse, on est loin du simple dérapage verbal. La déclaration de Kagame serait en fait l'officialisation d'une stratégie mûrement réfléchie. Et c'est exactement ça. Utiliser une rébellion comme un levier pour affaiblir Kinshasa et transformer la crise humanitaire en monnaie d'échange. Voilà. L'article insiste sur le caractère historique du moment. C'est la fin du double jeu. Les démentis, la diplomatie de façade, tout ça est balayé. On a un dirigeant qui, pour reprendre les mots du texte, souffle sur les braises de la guerre et sabote activement la paix. C'est une rupture. Ce qui nous amène à la conclusion de l'article, qui semble sans appel. Oui, la conclusion est dure. L'auteur positionne Kagame non plus comme un partenaire complexe, mais comme un facteur majeur d'instabilité qui a délibérément choisi le camp du chaos.
Après ça, il n'y a plus de zone grise. Le M23 n'est plus une simple force locale et l'implication du Rwanda n'est plus une allégation. C'est une politique d'État, assumée. Et ça nous laisse avec une question en suspens, une réflexion pour aller plus loin. L'article analyse ce geste comme une démonstration de force, une tentative de contrôle absolu. Mais on peut se demander si ce n'est pas un énorme mauvais calcul. C'est la pensée finale qui découle de tout ça. En abandonnant toute ambiguïté, en se désignant lui-même si ouvertement comme le parrain de cette guerre, le président rwandais n'offre-t-il pas à ses adversaires, qu'ils soient au Congo, dans la région, ou même, qui sait, au sein de son propre régime, une cible beaucoup plus claire? Une justification parfaite pour une action concertée contre lui? Exactement. En voulant tout contrôler de manière si visible, ne prend-il pas le risque ultime de tout perdre? Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité internationale et des enjeux diplomatiques de la